Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, prochaine tournée du président dans les régions de l'intérieur. Dans l'actualité régionale, Riek Machar devient Premier ministre pour la 3e fois. Et enfin, dans l'actualité internationale, les 27 se quittent dans un accord sur le futur budget de l'Union européenne. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous disais dans le titre, le président de la République, Excellence Ismaël Omar Guelleh, effectuera dans l'actuel mois de février et en mars prochain une tournée dans les différentes régions de l'intérieur du pays. Cette tournée présidentielle ne relève pas d'un précédent. Elle constitue une session nouvelle de l'exigence de proximité et de contact que depuis son accession à la magistrature suprême, le président Guelleh n'a de cesse de s'astreindre vis-à-vis de ses compatriotes. Le but ultime de ces déplacements consiste pour le chef de l'État à s'enquérir de visu de la situation des populations de nos régions de l'intérieur afin de disposer toute l'expérience pratique et judicieuse à l'adoption d'éventuelles politiques de recadrage. Cette tournée présidentielle offre particulièrement une opportunité de choix pour mener une évaluation critique sur des réformes majeures, notamment la décentralisation et les pôles régionaux de développement engagés au profit de nos régions de l'intérieur. Signe patente aussi de leur caractère franc et transparent, ces tournées se produiront sous la forme d'échanges directs en dehors de toute hiérarchie intermédiaire entre nos populations des régions de l'intérieur et le principal responsable politique de notre pays. Eh bien, durant sa présidence, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a constamment été à l'écoute de ses compatriotes de la capitale, sont ceux de régions les plus reculées. Pour plus de précision, voici un magazine éditorial de la rédaction. Durant sa présidence, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, même s'il réside dans la capitale, reste constamment à l'écoute des populations de région. Il n'est un secret pour personne que le chef de l'État, outre ses déplacements officiels, met à profit ses week-ends pour effectuer des visites inopinées dans les zones rurales. Plus d'un nomade s'étend de rencontrer les présidents en pleine brousse et de pouvoir s'entretenir et lui parler de son quotidien. Cela étant, le président ne manque aucune occasion pour des entretiens et rencontres plus élargies et officielles avec ses compatriotes durant ses tournées périodiques dans les régions, mais aussi à l'occasion de tous ses déplacements pour inauguration ou autres. Que ce soit à Dikil ou à Lissébillé, Tedjora ou Obok, en passant par la région du centre Arta, le président prend son bâton de pèlerin pour sillonner les pays régulièrement en compagnie de son gouvernement pour traiter en profondeur les problèmes spécifiques à chaque région et à chaque localité. Ces rencontres le plus souvent sous un arbre restent le moment fort de chaque visite ou déplacement du chef de l'État. En effet, ces entretiens font l'objet de procès-verbaux rédigés par des cadres de chaque département ministériel en présence de membres du gouvernement. Il s'agit là des sessions solennelles auxquelles sont conviés l'ensemble des notables et chefs coutumiers de localités constituant chaque région où chaque représentant prend la parole pour évoquer la situation générale de sa localité. Le président de la République, qui prend note des doléances de ces notables, donne ensuite ses réponses aux différents sujets évoqués. Un dialogue franc qui permet de traiter en profondeur les différents aspects de la vie en zone rurale et qui permet aux différents départements d'établir un programme approprié pour régler tous les aspects de la vie sociale dans les localités les plus reculées. Ces entretiens s'élargissent également à la gente féminine et à la jeunesse, où sont évoquées les questions spécifiques à ces deux catégories sociales de la population. Ces visites ont pour objectif, comme nous l'avons précédemment indiqué, non seulement de rester à l'écoute des populations, mais aussi d'avoir un tableau visuel avec les représentants directs de la population civile. Bien sûr, les officiels comme les élus locaux et les parlementaires des régions visitées ne sont pas en reste également et participent activement à ces échanges interactifs entre la population et le gouvernement.
Enfin, le chef de l'État, outre le dialogue avec la population, profite pour lancer ou inspecter des projets d'infrastructure en cours ou à venir. Direction île. À présent, après les dernières précipitations, le paysage a littéralement changé. Le paysage grisonnant laisse place maintenant à une verdure, perte de vue, et c'est là au grand bonheur des éleveurs de nos régions. La suite dans ce reportage. Le paysage grisonnant laisse place maintenant à une verdure à perte de vue. Et c'est là au grand bonheur des éleveurs de nos régions. En effet, ces éleveurs ainsi que leurs cheptels, touchés par une grande sécheresse, sont aujourd'hui comblés par la nature puisque les pâturages et l'eau abondent de nouveau. C'est le retour à la période d'essence, aussi bien que pour les animaux que pour les hommes. Les éleveurs, rendus exsangues par l'achat constant de fourrage et autres nourritures pour bétail, commencent à retrouver le sourire. Mais durant cette période de vaches maigres, les agro-éleveurs qui écoulaient leurs produits laitiers le long du corridor de la route nationale 1 ont été soutenus, comme il l'annonce, par un homme dont le souci premier était de rester à l'écoute de ces populations et qui se souciait de leur sort. Grâce à la pluie, le lait est abondant et les prix ont baissé. La période durant la sécheresse a été très difficile. Grâce à Dieu, nous avons eu le soutien constant du président de la République qui achetait tous nos laits, produits vendus le long du corridor en envoyant un véhicule de ramassage chaque jour. Ces laits étaient offerts aux hôpitaux et à l'orphelinat et nous étions très bien payés. Ceci nous a permis d'acheter du fourrage durant toute cette période pour nourrir notre bétail. Nous le remercions bien sûr pour cette longue période d'assistance et de soutien quotidien. Et maintenant, les animaux n'ont plus besoin du fourrage. Les pâturages sont verts et les laits abondants. Et nous avions baissé les prix. Nous avions une forte clientèle. À présent, en plus du corridor et des secteurs commerciaux, à Dikil, la région de l'Unité dispose aussi d'une industrie qui commence à marquer le paysage économique de la région. Il s'agit notamment de l'industrie de l'eau et des chaussures, pour ne citer que cela. Voici un magazine préparé par Abdelrahman Mohamed, commenté par Hamza Mohamed. L'unité de conditionnement de la société Okar Food Péverage Industrie est implantée à Dikil, dans le sud du pays. La société produit deux marques phares, Palmarès et Okar. L'eau minérale est extraite à plus de 100 mètres sous terre au cœur de l'oasis millénaire de Cher Madeitou à Dikil. On part d'une bouteille préformée, on chauffe la préforme à 10 degrés, on souffle dans une moule. La matière s'effige instantanément et on obtient la forme de la bouteille. Cette dernière est conviée jusqu'à la remplisseuse sur de convieurs air stériles. De là, rapidement, les bouteilles passent sur une autre machine qui va leur remplir et leur boucher en ligne. Une fois sorti de la remplisseuse et de la boucheuse, on va directement à l'étiqueuse pour lui mettre une identité et une date. Une fois l'étiquette finie, on va au fardelage. Le fardelage, c'est l'endroit où on va loter, faire le lot de 6 bouteilles. La dernière étape de ce processus est la palettisation qui consiste à emballer les bouteilles dans des cartons. C'est d'ailleurs le premier employeur de la région. Cette usine emploie environ 28 jeunes, tous natifs de cette région. Parmi eux, il y a Barwako Abdi Aden et Nabil Mohamed Abdillahi. Nous sommes très heureux d'avoir trouvé du travail dans notre région, près de chez nous. Nous sommes vraiment très contentes parce qu'on peut à la fois prendre soin de notre foyer et travailler en même temps. Dieu merci, cette usine nous a offert du travail et c'est une occasion dont nous profitons. Du soufflage au fardelage, le processus d'embouteillage de l'eau minérale naturelle d'Okar et Palmarès est perfectionné à la pointe de la technologie. Elle filtre, purifie et équilibre l'eau. Cette société a mis en point du matériel et un programme informatique
qui assure la stabilité des minéraux naturels de l'eau et permet ainsi de produire une eau pure, 100% naturelle, d'une très grande et constante qualité. Toute la chaîne de production de la bouteille d'eau est constamment contrôlée afin de garantir une eau à la pureté intacte pour le consommateur. L'usine traite et emballe chaque jour environ 23 760 bouteilles d'eau minérale, une des eaux minérales les plus populaires de Djibouti. Cette usine n'est pas le seul existant ici dans la région de l'Unité. Illico, une usine de fabrication de chaussures, maroquinerie, habillements et accessoires en tout genre, se trouve dans la localité de Mouloud, située à 10 km du chef-lieu. Cette jeune société de production de produits de maroquinerie est la première du genre dans notre pays à pouvoir prendre en charge la production de chaussures de tout type à des quantités industrielles. Elle propose différents modèles du mocassin à la paire de baskets habillées d'imprimés africains en passant par le mule, les potes de Roger, les sandales et les chaussures pour enfants. Des modèles qui ne coûtent pas très cher. Lors des festivités commémoratives du 41e anniversaire de la création de la localité de Mouloud, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, avait appelé les forces armées djiboutiennes à se fournir de rangers de la société djiboutienne Illico. Répondant à l'appel lancé par le président de la République, le haut commandement de garde-côte djiboutien a pris l'initiative de se fournir en chaussures de rangers issues de la production nationale effectuée par la société djiboutienne Illico. Une fois que notre production sera stabilisée, nous aurons besoin de plus de main-d'œuvre. On va recruter des jeunes et nous formons dans cette optique un groupe originaire de la région. Ce groupe de jeunes est formé par Omar, comme vous avez pu le rencontrer. Et nous attendons également la venue de 2 autres formateurs. Une fois formé, le personnel va augmenter. Bref, la région de Dikil apporte un changement visible dans le développement socio-économique du pays. Eh bien, de l'industrie, nous passons à l'agriculture, tout en restant bien sûr à Dikil. Dans le domaine agricole également, la région de l'Unité possède des grandes potentialités. Des précisions dans ce reportage de la rédaction. La région de Dikil reste l'une des régions agricoles du pays. Avec le soutien du ministère de l'Agriculture, plusieurs périmètres sont actuellement cultivés par les Dikilois. Le principal jardin se trouve entre autres à Seila, Hanlé et Mouloud. Le plus important reste la ferme agro-pastorale située à l'entrée de la ville et exploitée depuis près de 20 ans par Jama Gedi, qui a construit sa réputation autour de ce secteur primaire. L'ancien jardin a été réaménagé, les plantes existantes ont été renforcées par l'introduction des nouvelles espèces venues de l'extérieur. Aujourd'hui, plusieurs variétés sont cultivées dans ce périmètre grâce notamment à Jama Gedi, qui est considéré comme étant le pionnier de la pratique de l'agro-élevage dans la région de Dikil. Dans une interview qu'il nous a accordée, Jama Gedi a rappelé que depuis son arrivée à Dikil en 1991, il n'a cessé d'être au service de sa région et promouvoir l'agriculture. C'est dans ce sens que j'ai commencé, a-t-il indiqué, à travailler, mais le jardin que vous voyez date de 2001, a souligné Jama Gedi. C'est parce que j'aime travailler la terre que j'ai pu arriver à ce résultat, a-t-il ajouté. Je cultivais le melon, les dattes, une espèce que le président a ramenée de l'étranger. Il y a aussi des oignons, des tomates et d'autres légumes, mais les melons donnaient les meilleurs résultats. Je suis également passé à l'élevage. On a introduit des cheptels qui donnent plus de lait, a-t-il conclu. Nous restons toujours à Dikil pour ce qui est des projets à venir dans la région de l'Unité. Figure au premier plan la réhabilitation de la route Dikil-Khalafi, actuellement en cours. Figure également au programme une grande gare routière aux abords de Dikil. Pour plus de précisions, avec le préfet de Dikil, Aden Dalal Moussa. L'innovation du corridor a déjà commencé. Et, ça a commencé depuis 5-6 mois. Donc déjà par la première phase et la première partie, qui concerne 20 km de corridor, est en voie de finalisation même. Donc il reste pratiquement 100 km, pour 120 km pour aller jusqu'à Dodo Balala, par exemple au rond-point d'Ali Sabié. Donc les fonds ont été alloués sur financement de l'Arabie Saoudite. Bon, il reste maintenant à la partie technique. Ça va juste
commencer avec la fin des travaux de la phase du tronçon de ces 20 km. Je pense que, bon, comme prévu, il n'y aura pas de coupure dans les travaux. Le corridor de Djibouti, c'est quoi? Ça doit faire 220 km de Djibouti à Galafi. Donc, dans 60%, traverse la région de Dikil. 60% du corridor. Et c'est dans ce sens également que des projets ont été initiés. En fait, des projets qui ne sont pas encore finalisés, qui sont pour le moment entamés. Je parle de ça, de la gare routière, par exemple. D'une gare routière qui sera construite ici, juste à l'entrée de la ville, ou non loin, dans la région, qui sera construite sur une plateforme de 5-6 hectares, donc, qui sera destinée à accueillir tous les camionneurs. En fait, avant de les accueillir à Djibouti. C'est d'abord des projets nationaux qui seront supervisés, bien sûr, par la préfecture et le conseil régional, donc en concertation. C'était le préfet de Dikil, Aden Moussa Darar, sur la réhabilitation de la route Dikil-Kalafi. De son côté, le président du conseil régional de Dikil nous a accordé un entretien également portant sur le développement de la région de Dikil. Le président du conseil régional nous a indiqué qu'avec la loi de finances initiale qui accorde plus de décentralisation financière pour les régions, le conseil régional de Dikil a entamé un projet qui va améliorer beaucoup de secteurs et en particulier le tourisme. Quels sont ces projets? Réponse avec le président du conseil régional, Abdelrahman Younis. Je pense que l'année 2020 sera une année charnière et décisive. Pourquoi je dis cela? Parce que le gouvernement, en premier lieu le président de la République, qui est le père de la décentralisation, et son gouvernement, parce qu'avant, on n'avait pas d'interlocuteur. Mais désormais, nous avons un interlocuteur qui joue d'interface entre le gouvernement central et les régions. Tout projet, bien sûr, du moment que nous, on prépare, on doit le faire valider par l'Assemblée du Conseil régional. Donc déjà, moi, j'ai préparé un grand projet. La palmeraie de Dikil, c'est ce que j'avais appelé ça un projet de préservation de l'environnement et qui est aussi lié à l'écotourisme. Et je veux que le tourisme soit un levier du développement de la région. Donc un complexe hôtelier au sein de cette palmeraie avec tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire installer à côté un centre d'épanouissement et de loisirs des jeunes, réhabiliter l'ancienne piscine, réhabiliter des terrains de sport tels que les terrains de tennis pour que les touristes, même du moment qu'il y a les capacités d'accueil en termes de tôleries sont à côté, du moment qu'il a toute une famille avec lui, ses enfants peuvent avoir un aire de jeu à côté. Et tout ça est bien sûr axé dans la SCAPE, la stratégie accélérée de la création d'emplois, de l'accélération de la création d'emplois. Donc, non seulement ça crée de l'emploi, ça permet de préserver l'environnement et ça concilie également le tourisme. Autre nouvelle du pays régional cette fois-ci. Hier, le président sud-soudanais Salva Kiir a nommé Riek Machar vice-président ouvrant ainsi la voie à la formation d'un gouvernement d'unité qui vise à mettre fin aux 6 ans de guerre. La cérémonie d'assermentation aura lieu aujourd'hui. Makua Kiir avait initialement déclaré que son rival de longue date serait assermenté hier après avoir atteint l'accord d'unité et la 3e échéance pour la formation du gouvernement d'unité qui a été convenue dans un accord de paix de septembre 2018. Mais repoussé car des questions cruciales restaient en suspens. Les dirigeants ont été soumis à une pression accrue ces dernières semaines, tant par les chefs d'État régionaux que des principaux donateurs, les États-Unis, pour former le gouvernement. Un compromis de Kiir pour réduire les nombres d'États qu'il porte unilatéralement au 32 après l'indépendance a été considéré comme essentiel pour progresser vers la création du gouvernement. On reste toujours au Sud-Soudan où une mission de terrain du Conseil de paix et de sécurité sous la présidence de la République de Djibouti, présidée par Mohamed Idriss Farah, ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, s'est déroulée du 18 au 20 février à Djouba, au Soudan du Sud. L'objectif de cette mission de solidarité du Conseil de paix et de sécurité était de mettre la pression sur les acteurs politiques sud-soudanais afin de respecter le délai limite du 22 février pour former ce gouvernement d'union nationale. Cette mission de terrain intervient lors d'une période politique critique que traverse le Sud-Soudan et qui a permis la rencontre de 2 leaders, Salva Kiir et Riek Machar, qui visent à s'engager à former un gouvernement d'union nationale à la date butoir du 22 février.
À cet effet, le Conseil s'est entretenu avec le premier vice-président Taban Denguei, le principal opposant Dr Reg Machar, ainsi que la société civile et la communauté internationale. L'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie a été accompagné lors de cette mission de terrain du colonel Omar Saïd Khairé, attaché de défense de l'ambassade de Djibouti en Éthiopie, et M. Moussa Jam Ali, conseiller à l'ambassade de Djibouti. Revenons à Djibouti, où le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, en compagnie du ministre de l'Emploi chargé de la réforme et de l'administration, Ismaël Cher, et l'ancien secrétaire d'État Bedoul Hassan Bedoul, a été accueilli avec faste par les autorités de la région. Tôt le matin de vendredi, avant le coup d'envoi de la marche dédiée à la sauvegarde d'un écosystème fragile, le secrétaire d'État, aux côtés de plusieurs officiels et de nombreux représentants des corps diplomatiques accrédités à Djibouti, ainsi que plusieurs organismes internationaux d'aide au développement, s'est rendu à Rasbir en l'honneur du phare portant son nom et classé patrimoine national. Par la visite de ce site plus que séculaire, Hassan Mohamed Kamil a voulu insister sur l'intérêt particulier que revêt ce phare pour les milliers de bateaux qui transitent chaque année par le détroit de Bab el-Mandeb, assurant 3/4 des échanges mondiaux. Une fonction qui, tout en logique, lui aurait conféré, selon lui, depuis longtemps, le statut de patrimoine mondial de l'UNESCO. Hier, la marche de Rasbir de Godoria, organisée par l'association ADO, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec les ministères de l'Environnement, a brillé de ses éclats avec la participation de plusieurs centaines de jeunes et moins jeunes, de nombreux officiels, un bataillon d'organismes internationaux, des corps diplomatiques, des bailleurs de fonds, d'aide multilatérale au développement. L'événement couronné par des manifestations musicales, chansons modernes, ponctuées par une série d'interventions, se voulait avant tout initiateur d'une proche innovante dans la quête de prise de conscience généralisée, la stimulation des réflexions entières tournées vers l'avenir. Quand on parle des phares de Rasbir, on parle de Bok. Bok, c'est avant tout la cité de Rasbir. Donc on connaît notre région grâce à ces symboles-là, à ces tours qui est un monument historique pour la région, puisqu'il a été construit dans les années 1950. Donc pourquoi après Godoria? Donc Godoria, dont le thème le dit déjà, c'est sur la protection de l'environnement. Godoria, comme vous le voyez, c'est d'abord une baie, c'est une forêt. Donc à titre de rappel, c'est la plus grande forêt de Djibouti, de mangrove, et c'est la plus belle forêt de mangrove de Djibouti. Et la particularité aussi de cette forêt, c'est que sur l'ensemble de mangroves des espèces de mangroves qui sont répertoriées à Djibouti, les 4 espèces de mangroves se trouvent tous ici à Godoria. Si on peut les citer, on peut parler de Rhizophora, d'Avicennia, des Cereops et des Buregeria. Ce sont les 4 espèces qu'on trouve ici. D'où l'utilité vraiment de protéger ces espèces-là. Je suis très content, d'autant plus que vraiment c'est une marche qui a été organisée par les jeunes de Bok, par une association. Après la marche, les officiels invités et tous les participants à la marche ont procédé à une séance de nettoyage du site, mais aussi à la plantation d'arbres. Rappelons que l'objectif était de sensibiliser et faire comprendre à la population les enjeux liés à la pollution, mais aussi de restaurer, de préserver et de mettre en valeur la mangrove des Godoria. Pour rappel, la mangrove des Godoria est la plus importante forêt aquatique existante dans notre pays, avec une superficie de 240 hectares, la seule forêt qui abrite les 4 espèces de mangroves présentes à Djibouti. Il faut noter que la mangrove a connu ces dernières années une dégradation de sa couverture végétale d'environ 35%. De cette région d'Avok. Et j'apprécie énormément cet accueil qui nous a réservé vraiment exceptionnellement chaleureux par la population, par la communauté régionale. Et aujourd'hui, je découvre la magnifique ambiance, les trésors de Djibouti qui existent ici dans cette région à Bok. Vraiment heureux de pouvoir bénéficier de cette occasion grâce à l'initiative de l'association qui a mobilisé toute la communauté pour organiser cet événement. Et aussi j'aimerais remercier toutes les personnes
et les autorités nationales, régionales qui nous a permis de vraiment nous émerger dans la richesse du pays. À Djibouti, c'est la première fois que je viens à Godoria sur l'invitation du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Monsieur Excellence Hassan Mohamed Kab. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme a organisé hier, jeudi au Palais du Peuple, un atelier de validation du rapport national d'analyse juridique et politique et de la mise en œuvre des conventions de Rio à Djibouti. Cet atelier de validation a réuni un panel diversifié de participants, notamment des représentants des départements sectoriels, des forces armées, les représentants des préfectures, des conseils régionaux et de la société civile, dont les associations des femmes et des jeunes. L'atelier était présidé par le secrétaire général de l'Environnement, M. Dini Abdellah, avec la participation des responsables du ministère de l'Environnement, dont le directeur de l'Environnement et de son adjoint, ainsi que la coordinatrice du projet. Ces documents d'une importance majeure pour le pays permettent de faire un état des lieux du cadre politique et juridique de Djibouti en matière de gouvernance environnementale et particulièrement sur les obligations de la République de Djibouti relatives aux conventions de Rio. Nous nous réjouissons de cet engagement autour de l'environnement qui doit se traduire dans nos stratégies nationales et dans nos politiques de développement. Je profite de cette occasion pour appeler toutes les bonnes volontés à avoir l'environnement au corps de toutes leurs activités. Mesdames et messieurs, dans le but d'assurer la protection optimale de notre environnement, le ministère de l'Environnement est sur le pied de guerre. Ainsi, après avoir entrepris la ratification des conventions majeures sur l'environnement, nous avons entrepris la déclinaison de ces documents en stratégie et plans nationaux. La République de Djibouti possède ainsi une stratégie nationale sur le changement climatique, une stratégie et plan d'action national sur la biodiversité, mais aussi un programme d'action national de lutte contre la désertification. Et je ne cite que ces documents qui touchent directement aux thématiques des conventions de Rio. Autre nouvelle du pays, dans le cadre de l'amélioration des transports urbains et notamment dans la zone de Balbala, l'agence djiboutienne des routes a démarré ce matin un travaux de réhabilitation de la voie de Balbala-Cheikh Moussa. Les travaux de réhabilitation vont continuer sur les autres axes de la capitale. Les équipes techniques de l'ADR sont déjà sur le terrain avec des gros engins de travaux qui sont à l'œuvre pour préparer les travaux de réhabilitation de la voie principale à Cheikh Moussa. L'angle de 2 km 6 allant de l'arrondissement 4 à 5 et de la commune de Balbala. La voie réhabilitée passe par Cheikh Moussa, 55 logements, cité Fukuzawa et T3, enfin à Ouahdaba. Les travaux prévoient l'élargissement de la rose, de la chaussée et la réhabilitation des trottoirs. La voie Cheikh Moussa est très fréquentée dans les deux sens Djibouti-Balbala. Des déviations ont été aménagées pour que les usagers continuent leur déplacement dans les deux sens. J'aimerais aussi demander à la population de nous aider un peu sur ces travaux-là, aussi de ne pas d'interrompre un peu la circulation, quoi. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, dans la page nécrologie, nous venons d'apprendre ce matin avec consternation le décès de feu Mohamed Gabr Qassim, le défunt né le 1/7/1949 à Djibouti. Il s'est éteint à l'âge de 71 ans. Le défunt était employé de Djibouti Telecom pendant 40 ans. Il était aussi le grand-père maternel de notre consoeur présentatrice du JT en français, Ferdous Hussein Ahmed. Il laisse derrière lui une veuve, 2 enfants et 22 petits-enfants et arrière-petits-enfants. Le défunt était un homme bon, aimé et respecté de son entourage. Dans cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt, que le tout-puissant et miséricordieux ait pitié de son âme et l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'échec annoncé se confirme. Hier soir, les 27 chefs d'État et de gouvernement se sont quittés sans accord sur le futur budget pluriannuel de l'Union européenne. À l'issue de 2 jours de sommet à Bruxelles, le président du Conseil européen, Charles Michel, a confirmé qu'il fallait encore du temps pour trouver un compromis. Il n'a pas pu parvenir à trouver dans l'immédiat un compromis avec les dirigeants de l'Union européenne, dont les points de vue tant sur le niveau global du budget pour la période 2021-2027 que sur la répartition des dépenses, de l'agriculture au numérique et de la défense aux migrations étaient éloignés. Un nouveau sommet devrait donc se tenir dans les semaines à venir. Les négociations ont capoté en raison des divergences entre les pays les moins dépensiers, Danemark, Suède, Pays-Bas,
Autriche et un groupe de 17 pays qui refusaient des groupes budgétaires. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.